Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'attaque meurtrière qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso le 19 août plonge les autorités du pays dans une véritable introspection. En plein deuil national, l'opposition burkinabé appelle le chef de l'État à user de tous les soutiens existants pour contrecarrer la menace terroriste. Au Ghana, la construction du nouveau pont sur la Volta d'une valeur de 112 millions de dollars débutera en 2020. L'infrastructure qui, selon le gouvernement ghanéen, servira de catalyseur à l'intégration régionale et contribuera à la croissance globale de l'économie nationale. Et puis les organes de presse écrites en difficulté en Côte d'Ivoire, malgré l'aide du gouvernement à travers des subventions qui ont atteint 9 milliards de francs CFA de 2009 à 2018. Pour relancer le secteur, davantage d'efforts doivent être fournis. Mais tout d'abord, l'homme d'affaires tunisien Nabil Karoui, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée prévue le 15 septembre, a été arrêté ce vendredi 23 août. Arrestation qui intervient un mois et demi après son inculpation pour blanchiment d'argent. Monsieur Karoui, en tête de plusieurs sondages sur les intentions de vote, se dit ciblé par des tentatives pour remettre en cause sa popularité croissante. Son parti accuse notamment le Premier ministre Youssef Chahed d'être à l'origine de son arrestation. Malgré cela, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Nabil Bafoun, a précisé que Nabil Karoui demeurait candidat et que son nom figurait toujours sur la liste préliminaire des candidats et sur la liste définitive qui doit être publiée le 31 août prochain. En Guinée-Bissau, l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira a été désigné vendredi 23 août par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, parti majoritaire, pour le représenter à l'élection présidentielle qui se tiendra le 24 novembre 2019. Scrutin aux enjeux importants pour ce pays plongé dans une crise politique depuis 2015. Le MADEM, formé par des frondeurs du parti majoritaire, sera représenté à la présidentielle par l'ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo, et le PRS, le Parti pour la rénovation sociale, n'a pas encore désigné son candidat. Selon des sources proches du président sortant José Mario Vaz, ce dernier aurait décidé de se représenter en candidat indépendant après avoir échoué à obtenir l'investiture du MADEM. Il n'a toutefois pas encore officialisé cette candidature. L'opposition burkinabé invite instamment le président Roch-Marc Christian Kaboré à faire appel à toutes les compétences techniques pouvant contribuer à mettre fin aux attaques terroristes. Un appel largement commenté par des observateurs qui voient en la démarche une invitation voilée à la formation d'un gouvernement d'union. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Au Burkina Faso, l'opposition politique souhaite une sortie de crise inclusive après l'attaque terroriste perpétrée contre le détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019. Dans un communiqué, elle appelle le gouvernement à envisager des solutions autres que militaires et qui mobiliseront toutes les compétences techniques face à l'insécurité. L'opposition politique burkinabé invite instamment le président du Faso à faire appel à toutes les compétences techniques à même de contribuer à mettre fin à ces attaques barbares. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la solution à cette crise n'est pas que militaire. Il est donc temps d'envisager des solutions ad hoc. Un appel largement commenté par la presse burkinabé et qui pourrait, selon elle, révéler bien plus qu'une main tendue. Pour Albert Nagreogo, éditorialiste au journal Libre Info, cette démarche de l'opposition n'est plus ni moins une invite à la formation d'un gouvernement d'union. C'est des calculs politiciens. Parce que tout simplement, soit l'opposition est en train de se rassurer qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident qu'on puisse tenir une élection en 2020. Donc il faut faire la part des choses tout de suite pour que chacun y rentre. Et même si on rentre maintenant, si on veut, on peut repousser ensemble la date des élections, ce qui peut être un autre agenda caché. Rappelons que l'attaque de Koutougou a fait 24 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage aux soldats tombés que le pays observe depuis ce vendredi, un deuil national de 72 heures. L'ancien ministre sénégalais Hamad Dansoko, figure majeure de la vie politique sénégalaise depuis plus de 60 ans, opposant au président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, est décédé ce vendredi 23 août à Dakar. Il avait 82 ans. L'ancien ministre, qui a pendant de nombreuses années dirigé le parti de l'indépendance et du travail, était un allié du président Macky Sall, qu'il avait nommé ministre d'État, une fonction essentiellement honorifique. Le chef de l'État a salué un grand combattant de la liberté, de la démocratie et du progrès des peuples.
En vue de favoriser l'intégration régionale tout en stimulant l'économie par le développement des infrastructures, le gouvernement ghanéen envisage la construction d'un nouveau pont. Pour la réalisation de cet ouvrage, dont les travaux préliminaires sont prévus pour 2020, un prêt de 112,39 millions de dollars a été accordé par le gouvernement japonais en termes d'appui. Les précisions d'Ameneji. Le Ghana prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêt octroyé par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte, reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême-orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée. C'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens, c'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens? Voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso. L'intégration régionale, un facteur clé pour débloquer le potentiel économique du continent, projet qui tient à cœur aux pays africains qui ont ratifié il y a quelques mois la zone de libre-échange continentale. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général de l'Union africaine des consommateurs, M. Daouda El Hadj Adam. Bienvenue M. Daouda et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il faut rectifier que je suis le président de l'Union africaine des consommateurs, mais secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs du Tchad. Merci. Alors, Monsieur Daouda, tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer justement sur les activités de votre organe? Quels sont vos objectifs? L'Union africaine des consommateurs, c'est une fédération de 28 associations des consommateurs en Afrique, de toutes les sous-régions confondues, donc les 5 sous-régions d'Afrique. Et donc cette fédération vise donc à promouvoir la protection des consommateurs en Afrique, donc à accompagner les différentes politiques d'intégration, tant au niveau sous-régional et au niveau également régional, et faire en sorte que la voix des consommateurs puisse porter, faire en sorte que les points de vue des consommateurs, les préoccupations des consommateurs soient prises en compte, tant au niveau régional qu'au niveau sous-régional, afin que cette problématique qui n'est pas très bien prise en compte au niveau régional, parce que les associations travaillent seulement au niveau national. Il y a un besoin fort pour les associations de renforcer leur capacité d'agir ensemble pour plus d'impact. Alors, Monsieur Daouda, des projets comme la construction du pont sur la Volta au Ghana sont des initiatives importantes qui permettront de débloquer justement le potentiel économique du continent. Mais comment est-ce que cela se traduit concrètement pour les consommateurs africains? En fait, c'est que la zone de libre-échange continentale, je pense que c'est un grand engagement que les chefs d'État ont pris. Et sa mise en œuvre nécessite évidemment des actions comme celle-là qu'on vient de voir, la construction des ponts pour désenclaver, faciliter l'interconnexion des populations, faciliter l'interconnexion, la libre circulation des biens entre les pays. Donc nous pensons que cela aura de retombées dans le sens que le commerce intra-africain va pouvoir s'accroître. Donc ça répond à l'un des objectifs principaux d'ailleurs de l'Union, de la zone de libre-échange continentale, mais aussi ça aura donc un effet quand même
même de pouvoir promouvoir le développement durable de notre région. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pays qui aujourd'hui manquent d'infrastructures tant au niveau national qu'au niveau vraiment encore au niveau sous-régional. Or, donc, ces problèmes d'infrastructures demeurent un des points clés sur lesquels il faut que nos États, nos gouvernements puissent s'atteler à travailler pour qu'au moins nous puissions, en tant que citoyens, circuler normalement au niveau... La libéralisation justement du marché du transport africain, c'est un des projets qui vous tient à cœur? Absolument, parce que ce projet nous semble très important dans la mesure où aujourd'hui voyager en Afrique coûte excessivement cher que si aujourd'hui vous voyagez dans les autres régions du monde. Aujourd'hui, donc, il y a des facteurs bloquants, n'est-ce pas? Le protectionnisme au niveau des différents États, au niveau de l'espace aérien, fait qu'aujourd'hui, il y a des entraves à la promotion de la liberté, à la mobilité des Africains au sein même du continent. Et nous pensons que cet accord historique qui a été signé en janvier 2018 par les chefs d'État et de gouvernement, je pense offre une opportunité immense si cet accord est bien mis en œuvre, parce que ça permettra à la fois de favoriser la mobilité au niveau africain par plus d'opportunités de pouvoir voyager à l'intérieur du continent africain, mais aussi ça va encore renforcer la concurrence, et puisqu'il y a une bonne concurrence, il va de soi que les prix vont baisser, et donc c'est à l'avantage. Comment est-ce que votre organe, de quel levier vous disposez justement pour travailler avec les gouvernements? Notre levier, la démarche que nous avons, la stratégie que nous avons actuellement, c'est que travailler avec nos membres dans les pays, qui se rapprochent des autorités de régulation dans les pays, suivre avec eux comment la mise en œuvre est en train de se faire, mais aussi nous avons l'œil au niveau continental, au niveau surtout de l'Union africaine, comment également la mise en œuvre se fait pour que progressivement ces accords soient mis en œuvre. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que les annexes liées à ces accords sont très importants parce que ça garantit des droits des transporteurs aériens sur le continent, et nous pensons que c'est une grande révolution dans un contexte aujourd'hui où on voit dans la pratique les Africains souffrent parce que leur droit en tant que passager n'est pas respecté par beaucoup de compagnies. Merci, Monsieur Daouda, d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir est pour moi. Merci, Colin. En Côte d'Ivoire, la presse écrite est en difficulté sur le plan financier. Les journaux ont du mal à fonctionner. En 2017, sur un tirage moyen de 120 000 exemplaires, les journaux avaient un taux de vente d'à peine 30%. Si le gouvernement aide la presse à travers des subventions qui ont atteint 9 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, cela reste insuffisant pour relancer le secteur. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Mauvaise passe pour la presse écrite ivoirienne. À l'exception de quelques titres, les journaux connaissent une mévente depuis des années. En 2017, le pays comptait une cinquantaine de titres, tirant en moyenne 120 000 exemplaires, mais le taux d'invendus atteignait 70%. De 2009 à 2018, l'aide à la presse du gouvernement ivoirien a atteint 9 milliards de francs CFA. Les subventions ont représenté 6 milliards de francs CFA, 2,5 milliards de francs CFA ont été affectés au fonds de garantie des emprunts bancaires et 700 millions de francs CFA pour la formation. Cependant, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire estime en cela insuffisant au regard des défis. Sur les 6 000 milliards de budget, si seulement 6 milliards sont mis à la disposition des médias, je vous assure que d'ici 2 ou 3 ans, vous allez voir que nous n'aurons plus besoin de cette aide-là. Parce que les petites aides, l'impression de 6 mois, bon, au 7e mois, les problèmes reviennent. Pour résoudre la crise au niveau de la distribution, il est envisagé la création d'imprimeries régionales afin de rapprocher les journaux des lecteurs. Une façon de réduire la concurrence des réseaux sociaux très développés en Côte d'Ivoire. En 2011, on avait à peu près un chiffre d'affaires de 6,5 milliards pour passer à peine à 3 milliards en 2017. Si on imagine une imprimerie à Bouaké, par exemple, on sait qu'on peut distribuer assez facilement tout le nord du pays, d'est en ouest. Ça réduit les distances, ça réduit donc le temps d'attente de la mise à disposition de l'information. Selon les critiques, la crise de la presse s'explique également par la perte de confiance du lectorat et le fait que les journaux sont trop partisans. Il existe en effet très peu de journaux indépendants, mais beaucoup de journaux proches des partis politiques, du pouvoir ou de l'opposition. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.